Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau webinaire proposé par le Collège des médecines douces du Québec. Je m'appelle Chiara Portaquin, je suis naturopathe formée au CMDQ et spécialisée en santé mentale et psychotraumatologie. Et aujourd'hui, nous allons parler justement du trauma. Ce qu'est le trauma, comment il peut se manifester dans un tableau clinique chez un consultant et surtout la prise en charge en naturopathie en termes de psychotraumatologie. Alors encore une fois, nous ne sommes pas des psychologues ou des psychiatres, donc il n'est pas ici question de prendre la personne en charge d'un point de vue psychologique, mais plutôt quels sont les outils en naturopathie et plus généralement en médecine douce qui permettent d'accompagner une personne souffrant d'un trauma ou tout simplement de difficultés psychologiques. Alors c'est quelque chose qu'au cours de votre pratique, vous allez être amené à rencontrer très régulièrement. Et le but de ce webinaire, c'est justement de vous décrire ce qu'est déjà le trauma et aussi plus particulièrement le syndrome de stress post-traumatique, que vous soyez professionnel de la santé, mais aussi professionnel dans le milieu de la médecine douce, pour que vous puissiez apprendre à reconnaître cela chez une personne et à pouvoir l'orienter, mais également, vous en tant que praticien, à adapter votre pratique à ce genre de problématiques. Donc on va brosser vraiment un large spectre de sujets autour du trauma. Ça va être un webinaire assez dense, donc n'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois. On va tout d'abord parler de la nature du traumatisme, des mécanismes, de la définition de ce qu'est un trauma. On va un petit peu voir les réactions normales et anormales, les altérations neurobiologiques que cela entraîne. Et puis, on va parler un petit peu plus précisément de l'état de stress aigu, du trouble de stress post-traumatique, pardon. Et on va parler de comment on peut évaluer ça, comment on peut évaluer ça en consultation, comment on peut orienter la personne vers le bon praticien et comment nous, en tant que praticiens de médecine douce, on peut accompagner cette particularité thérapeutique ou cette pathologie spécifique, puisqu'on peut parler effectivement de pathologie spécifique. Donc webinaire assez dense, je vous invite à prendre des notes, à le regarder en plusieurs fois, comme bon vous semble. Mais voilà, pour bien tout intégrer, ne pas hésiter à le décomposer en plusieurs fois. Pour commencer, on va parler un petit peu de la définition de ce qu'est un trauma et de ce que sont ses impacts sur la santé. Alors on entend beaucoup parler de ce terme qui est extrêmement galvaudé aujourd'hui, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il englobe de manière précise. Donc le traumatisme psychologique, tel que défini par notamment le DSM-5 qui est le manuel de diagnostic des maladies mentales, ça représente une blessure invisible mais profonde qui résulte d'événements qu'on considère bouleversants et qui dépasse la capacité d'adaptation normale de l'individu, c'est-à-dire qu'il va dépasser sa capacité d'adaptation classique, son seuil en fait de capacité d'adaptation. Donc les recherches démontrent que il y a environ 70% des adultes qui, au cours de leur vie, ont vécu un événement traumatisant, mais que seulement 5 à 12% d'entre eux peuvent développer ou vont développer un TSPT, donc un trouble de stress post-traumatique, PTSD en anglais. Donc en sachant qu'il faut garder en tête que ce chiffre va varier en fonction des contextes d'exposition, mais aussi en fonction des populations. Les conséquences, elles sont à la fois neurologiques et psychologiques. Et elles peuvent persister pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et elles vont affecter le fonctionnement quotidien, la qualité de vie et la manière de percevoir le monde. Ça va être sur ces trois piliers que la personne va vraiment manifester des signes d'un traumatisme. Alors encore une fois, toute personne qui vit un trauma ne va pas devenir traumatisée. On peut vivre un trauma sans être traumatisé à son tour. On va être traumatisé quand notre cerveau ne va pas savoir gérer ce choc émotionnel, ne va pas savoir gérer cet événement bouleversant et lorsque cet événement va se cristalliser en fait. Et c'est là où on va constater des manifestations psychologiques qui vont s'inscrire dans un continuum de réponses qui peuvent être normales. Par exemple, une réponse qui peut être normale, c'est une réponse temporaire, un état de choc,
par exemple suite à un événement difficile, à un décès, à une catastrophe, mais aussi à des choses plus simples en fait, qui ont pu choquer la personne. Encore une fois, je vais réitérer ça, mais le trauma, c'est pas forcément vivre un événement traumatisant du genre un attentat ou un truc très très grave, une catastrophe naturelle. Ça peut être aussi des événements beaucoup plus bénins, mais qui vont être vécus comme traumatisants par la personne. Et ça peut également persister dans le temps et aller jusqu'à un trouble psychiatrique diagnostiqué, dont les caractéristiques communes incluent notamment la reviviscence, l'évitement et l'hypervigilance. Ce sont les 3 signes qu'il faut tout de suite identifier en tant que professionnel, qui vont vous faire dire ok, là il y a un trauma. Les mécanismes fondamentaux du trauma, ils sont complexes. C'est, je dirais, un des troubles les plus difficiles à prendre en charge et les plus difficiles à diagnostiquer également en tant que professionnel. Vous, votre rôle ici, il n'est pas un rôle diagnostique, il est un rôle d'orientation, un rôle d'éducateur de la santé, c'est-à-dire un rôle d'identification, de dire est-ce que par exemple je remarque que mon consultant a des soucis, comment je peux l'aider, comment je peux l'orienter. Mais voilà, de manière générale, c'est un des troubles les plus difficiles à diagnostiquer et à prendre en charge. Donc le traumatisme psychologique, il va survenir quand une personne va être exposée à un événement qui va être perçu comme menaçant pour sa sécurité ou pour celle d'un proche, parce que on peut également avoir ce qu'on appelle un trauma vicariant, c'est-à-dire un trauma d'association. Donc ce n'est pas quelque chose qui va nous arriver directement à nous, ça va être quelque chose qui va arriver à quelqu'un proche de nous. Ça peut quand même nous traumatiser. C'est pour ça qu'on appelle aussi le trauma vicariant des soignants, puisque les soignants en milieu par exemple hospitalier peuvent très souvent avoir un trauma vicariant parce qu'ils vont s'associer à ce qu'ils vont voir, ils vont s'identifier et c'est pas pour autant arriver à eux personnellement. Ça peut également vous toucher vous en tant que praticien, le trauma vicariant, si vous rencontrez une personne qui a des grandes difficultés ou des difficultés avec lesquelles vous allez vous identifier, vous pouvez développer un trauma vicariant. Donc c'est quelque chose pour lequel il faut être vraiment vigilant. Donc les situations qui sont susceptibles de provoquer un traumatisme, elles sont diverses. Alors, il y a vraiment 2 teams, je dirais, 2 camps dans cette vision. Il y a ceux qui vont vraiment reconnaître seulement ce qu'on appelle le trauma simple, c'est-à-dire le trouble de, on va en parler après, mais le trouble de stress post-traumatique simple. Là, ça va être vraiment des gens qui vont vous dire le traumatisme, c'est forcément un événement type, par exemple, un attentat, une agression, quelque chose de très grave. Et puis, il y a ceux qui reconnaissent un petit peu plus ce qu'on appelle le trauma complexe. Le trauma complexe, ce sont une suite d'événements qui se sont reproduits dans le temps et qui, à force de se reproduire, ont créé un trauma. Et là, on va avoir plutôt des situations de style harcèlement, de style violence intrafamiliale, ce genre de choses. Voilà. Donc ça va pas être une situation unique, ça va être une répétition de situations. Mais je vais y revenir après. Donc encore une fois, ça peut être divers. Ça peut être des accidents, des violences physiques, des violences sexuelles, des catastrophes naturelles, ça peut être des attentats, la mort brutale d'un proche, ça peut être une situation stressante qui va provoquer un choc émotionnel de tout type. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il ne faut pas décrédibiliser ce que la personne ressent. Peut-être que pour une personne, cet événement ne va pas être grave, mais pour une autre, elle va l'être vraiment. Donc encore une fois, il ne faut pas discriminer le ressenti de la personne. La réponse à ce danger, en fait, elle va être immédiate déjà, puisqu'elle va engranger une réaction physique qui va être due à la sécrétion d'adrénaline. Donc c'est ce qu'on appelle le fight, flight or freeze, donc le réflexe de survie. Et ce réflexe de survie, il va permettre au corps de réagir rapidement face à une menace. Normalement, cette réaction physiologique, elle va être puissante et elle va être temporaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va servir au corps pour pouvoir se défendre, pour pouvoir survivre à un instant T. Mais ensuite, cette réponse, elle doit baisser. Et chez les personnes qui sont traumatisées, cette réponse, elle reste très haute. Elle ne baisse pas. C'est ça la caractéristique en fait d'un trauma. Comme je disais tout à l'heure, il y a une réaction normale versus une réaction pathologique. Une réaction normale, ça va être une réaction adaptative temporaire. Donc, une réaction de type émotionnel, immédiate, après l'événement ou à la suite de plusieurs événements qui vont être compliqués. Donc ça peut être une multitude d'émotions comme de la tristesse, de la colère, de la culpabilité. Certaines personnes peuvent également se sentir anesthésiées, donc ne plus avoir d'émotions ou avoir l'impression de ne plus en avoir. C'est pas qu'elles n'en ont plus, c'est qu'elles ont l'impression de ne plus en avoir.
Et ces réactions-là, elles vont diminuer normalement avec le temps, quand le cerveau va réussir à s'adapter. Au bout d'un mois, au bout d'une semaine, au bout de quelques jours, en fonction des personnes, ces réactions, elles vont baisser. Mais quand ces réactions, elles vont persister dans le temps, elles peuvent signaler le développement d'un trouble lié au traumatisme. Alors, il y a tout un tas de troubles, on va en parler après, mais notamment le trouble de stress post-traumatique, ça fait partie de ces troubles qui sont liés au traumatisme. La frontière, en fait, entre la réaction qu'on va dire normale et la réaction qui va être pathologique, elle n'est pas toujours clairement définie. Mais elle va se caractériser essentiellement par la durée, par l'intensité et par l'impact fonctionnel des symptômes sur la vie quotidienne de la personne. Donc c'est-à-dire l'impact que les symptômes vont avoir sur le quotidien d'une personne, donc à quel point ils vont l'empêcher de vivre normalement. Un élément par exemple significatif en fait de cette distinction, ça va être la capacité d'un individu à reprendre sa vie normale après un événement ou après une suite d'événements ou après une période traumatisante. Les personnes qui souffrent d'un trouble lié au traumatisme, elles ne vont pas réussir à reprendre leurs activités normales. Leur vie va être altérée en fait. Alors les chercheurs, ils ne savent pas pourquoi le même événement traumatique ne peut provoquer aucun symptôme chez une personne et entraîner un TSPT chez une autre. Mais cette variabilité, elle peut s'expliquer par une combinaison de facteurs qui inclut les prédispositions génétiques, des expériences traumatiques antérieures, le soutien social qui est disponible après l'événement, donc est-ce qu'on va être tout seul ou est-ce qu'on va être entouré. Ça peut être aussi les stratégies d'adaptation qui sont préexistantes chez la personne. Est-ce que la personne a déjà cette capacité à s'adapter aux événements difficiles ou est-ce qu'au contraire elle va très rapidement souffrir d'un événement auquel elle ne peut pas changer un élément ou auquel elle ne peut pas contrôler tout simplement. Je disais au début, certaines populations, elles présentent un risque accru de développer des troubles de stress post-traumatique, notamment les militaires, ceux qui ont servi sur le terrain, et également toutes les populations qui vont être exposées aux crimes de guerre, à la guerre, etc. etc. Ça, c'est des populations qui vont être à risque. Il est également important de noter qu'une personne peut réagir différemment à des traumatismes distincts. Donc, l'exposition à des traumatismes multiples, elle peut augmenter la vulnérabilité aux troubles de stress post-traumatique lors d'expositions ultérieures. En gros, ça veut dire qu'une personne qui va être exposée une première fois ne va peut-être pas forcément développer un TSPT ou un trouble traumatique, mais par la suite, avec l'effet de répétition, si elle est de nouveau confrontée à des choses difficiles, là, elle peut développer un TSPT. En fait, il n'y a pas de cas unique. Chaque individu est différent, chaque individu a sa propre perception, et donc chaque individu va avoir sa propre réaction face au trauma. Donc au niveau du cerveau, c'est très intéressant parce que le trauma va vraiment avoir une altération de la connectivité cérébrale et du fonctionnement cérébral. Donc les recherches en neurosciences, elles ont démontré notamment que les personnes qui souffrent de stress post-traumatique, elles présentent systématiquement ce qu'on appelle un déséquilibre de la connectivité cérébrale. Donc en fait, c'est une altération de la communication entre les différentes aires du cerveau. Donc d'habitude, quand vous allez effectuer une tâche, votre cerveau va très facilement communiquer entre les différentes aires qui le composent. Donc vous allez facilement pouvoir envoyer un message, par exemple, de votre cortex vers votre amygdale. Par contre, en cas de TSPT, cette connectivité, elle est altérée. Donc ce déséquilibre neurobiologique, il explique plusieurs manifestations du trouble de stress post-traumatique dont on va parler après, notamment les difficultés de sommeil, les difficultés à réguler ses émotions et notamment à réagir à ce qu'on appelle les triggers ou les stimuli, c'est-à-dire les éléments qui vont raviver le trauma. On a également ce qu'on appelle l'amygdale qui va être perturbée. Donc l'amygdale, c'est une structure cérébrale qui joue un rôle central dans le traitement des émotions et particulièrement dans le traitement de la peur. Et l'amygdale, en fait, elle va être suractivée en cas de trauma. Et donc les personnes en trouble de stress post-traumatique ou traumatisées vont avoir une suractivation, une suractivité de leur amygdale. Donc cette hyperactivité amygdalienne, elle va être caractérisée par des symptômes de reviviscence, d'hypervigilance. Donc ça peut être des gens qui ont du mal à se poser, qui ont du mal à dormir, qui vont avoir du mal à se relaxer, qui ne connaissent pas en fait la sensation d'être relaxés, puisqu'ils sont toujours dans un état de survie. Les chercheurs ont observé qu'il s'écoule environ une dizaine de jours entre l'exposition au trauma et l'apparition de symptômes de stress post-traumatique. Donc,
pendant ces 10 jours de latence, on peut penser qu'il y a une réorganisation neurobiologique suite au trauma. Donc le cerveau va vraiment, en fait, vivre ce trauma et s'adapter en se réorganisant pour dire, bah voilà, maintenant, il faut que je survive, en fait. Alors, c'est une réaction qui, encore une fois, est pathologique, puisqu'elle n'est pas censée durer, mais ça démontre aussi que notre cerveau a vraiment une capacité incroyable à se réorganiser et à s'adapter aux événements. Et enfin, cette hyperactivité amygdalienne, elle va expliquer pourquoi les personnes traumatisées, elles peuvent réagir de manière disproportionnée à des stimuli, donc à des triggers, qui peuvent paraître bénins. Parce que ces triggers-là vont rappeler à la personne l'événement traumatique. Par exemple, quelqu'un qui va, je prends un cas extrême, avoir servi son pays pendant la guerre ou sur le terrain ou avoir été militaire, on voit chez certains vétérans que le moindre boom, le moindre pétard, le moindre truc va leur rappeler le bruit des balles. Et c'est des gens qui peuvent s'effondrer émotionnellement, avoir beaucoup de difficultés en fait à communiquer, qui vont partir dans des crises vraiment de pleurs, de larmes, des crises de nerfs, juste parce qu'ils auront entendu un pétard. Et toute personne qui n'a pas été traumatisée va se dire ah c'est juste un pétard, donc le cerveau va traiter cette information comme c'est ok, c'est normal. Mais cette personne-là qui est traumatisée, ça pour elle, ça va être un stimuli qui va la redéclencher euh, vers son traumatisme. Donc c'est pour ça que c'est une population, quand je dis une population, je parle des personnes en situation de stress post-traumatique ou les personnes traumatisées en général, c'est une population qu'il est difficile d'aider puisqu'il faut être vraiment, il faut être très précautionneux en fait avec la manière dont on va les accompagner pour ne pas justement les surstimuler. Alors on va parler du fameux TSPT dont je vous parle depuis tout à l'heure, donc le trouble de stress post-traumatique ou le SSPT, syndrome de stress post-traumatique. Alors le TSPT ou le PTSD en anglais, c'est la manifestation clinique la plus reconnue du traumatisme psychologique. Donc elle est caractérisée par des réactions intenses, désagréables, dysfonctionnelles, qui vont persister plus d'un mois après l'exposition à l'événement traumatisant ou, dans le cas du traumatisme complexe, qui vont persister dans le temps, et ce, après la fin de ce qui a été considéré comme la période traumatique. Alors, le TSPT, il peut se développer soit comme la continuation d'un état de stress aigu, soit il peut apparaître jusqu'à 6 mois après l'exposition à un événement traumatique. Donc ça explique pourquoi il y a parfois un très grand délai entre l'exposition et la consultation chez le médecin où la personne va dire là je pense que j'ai quelque chose qui ne va pas. Alors les critères diagnostiques du TSPT, ils s'articulent autour de 4 catégories principales de symptômes que je vais vite aborder ici, c'est-à-dire la première catégorie c'est les symptômes d'intrusion, donc c'est tout ce qui va être les souvenirs involontaires, les flashbacks, les cauchemars. Ensuite, on va avoir les comportements d'évitement, donc on va éviter les lieux, on va éviter les situations, tout ce qui va nous rappeler le traumatisme. Également les altérations négatives de la cognition et de l'humeur, donc ça va être des modifications de l'éveil, donc l'hypervigilance par exemple, mais aussi du réveil, donc la difficulté de sommeil. Ça peut être aussi des sursauts, des gens qui vont sursauter de manière exagérée. On a l'impression que ce sont des gens en fait qui sont tout simplement tout le temps en vigilance, à regarder partout, voilà, qui vont avoir l'air paniqués. Donc pour établir un diagnostic de TSPT, ces symptômes ils doivent entraîner une souffrance qui est cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel, personnel dans la vie de l'individu. Donc en fait, ça doit être vraiment, pour être caractérisé en tant que TSPT, ça doit être vraiment handicapant dans la vie de la personne. Ensuite, il y a d'autres syndromes de stress aigu qui peuvent être associés au trauma. Par exemple, l'état de stress aigu, ça va être l'état de stress qu'on va ressentir après un événement. Donc c'est ça qu'on appelle entre guillemets une réaction normale, c'est-à-dire qu'après un événement traumatisant ou après une suite d'événements traumatisants, on va être dans un état de stress aigu, donc il peut y avoir de l'hypervigilance, il peut y avoir des symptômes chroniques dans une courte temporalité, mais il peut y avoir voilà, des problèmes de sommeil, de l'hypervigilance, du détachement de soi-même, des symptômes dissociatifs, un sentiment d'irréalité, de détachement, ça c'est voilà. Tant que ça dure pas dans le temps, on considère que c'est une réaction normale d'adaptation du cerveau à quelque chose qui va être stressant.
Après, il peut y avoir d'autres troubles qu'on appelle les troubles de l'adaptation. Donc les troubles de l'adaptation, c'est des réactions psychologiques excessives à des événements stressants qui, bien que perturbants, ne constituent pas nécessairement des menaces vitales ou des traumatismes majeurs au sens strict. Alors elles peuvent survenir en réponse à des étapes normales du développement, donc par exemple devenir parent, ou des événements stressants de durée variable, par exemple une perte d'emploi, une rupture amoureuse, une maladie chronique. Alors ce qui est compliqué en fait à déceler, c'est que le trouble d'adaptation ou les troubles d'adaptation se rapprochent énormément du TSPT en termes de caractéristiques et en termes de symptômes. En fait, c'est un petit peu, même s'il y a des critères diagnostiques très précis pour le TSPT, c'est un peu à l'appréciation de chaque psychiatres qui vont être à même, ou psychologues d'ailleurs, qui vont être à même de poser le diagnostic. Certains vont considérer que ce que la personne vit relève plus d'un trouble de l'adaptation, tandis que d'autres vont y voir un stress post-traumatique. Vous, en tant que praticien, la distinction, elle n'est pas franchement intéressante pour vous, puisque de toute façon, vous allez réorienter la personne pour qu'elle aille se faire accompagner par un professionnel en santé mentale. Par contre, il est important pour vous de pouvoir identifier les signes qui vont vous faire dire là il y a quelque chose qui persiste. Donc ça va être une personne qui va être chroniquement fatiguée, qui va avoir du mal à dormir, qui va se sentir stressée, qui va pleurer sans raison, au contraire qui va être anesthésiée, qui va vous dire j'ai l'impression de ne plus rien ressentir, je me sens à bout, je me sens tout le temps voilà, tendue, hyper réveillée, hyper sensible. Euh, j'ai des flashbacks, j'ai des cauchemars. Ça, c'est très caractéristique du TSPT. Et c'est là où vous allez pouvoir réorienter la personne en lui disant, là, je pense qu'il serait bien de consulter un thérapeute en santé mentale. Il peut y avoir également des comorbidités, donc c'est-à-dire des complications secondaires du trauma, qui peuvent aggraver le tableau clinique, donc par exemple la dépression, les troubles anxieux. Tout ça, ça va de pair avec le trauma. Euh, on peut également avoir des gens qui vont consommer des substances illicites. Ça peut être aussi des gens qui vont tenter de s'automédiquer, donc ils vont prendre beaucoup de médicaments alors qu'ils n'ont pas été prescrits. Ça peut être aussi des gens qui vont avoir des troubles somatiques. Alors ça va vraiment vous arriver très régulièrement en consultation. Les troubles somatiques, des douleurs chroniques, des céphalées, des troubles gastro-intestinaux sont hyper fréquents chez les personnes traumatisées. Donc il peut y avoir par exemple, quand il n'y a pas d'explication biologique en fait à un problème physique, ça peut être ce qu'on appelle un trouble somatique. Ça ne veut pas dire qu'il est dans la tête, mais ça veut dire qu'il part d'un choc psychologique ou d'un trouble psychologique qui va créer par un effet de chaîne des troubles physiques. Donc ça, c'est bien aussi de pouvoir l'identifier parce que là, c'est votre domaine de compétence. C'est-à-dire que vous allez vraiment recevoir des gens pour l'aspect plutôt global, physique, mental. Et donc, quand vous voyez des troubles qui sont persistants, qui n'ont pas d'explication biologique, où les médecins sont un peu désemparés, bien évidemment, ça peut toujours être quelque chose qui n'a pas été correctement diagnostiqué, mais c'est aussi très souvent des troubles somatiques. Et tout ça va un peu de pair, avec un trouble anxieux, avec une dépression, etc., etc. En fait, ces complications, elles illustrent le fait que le trauma, c'est un système, et ça va affecter en système la personne. Donc ça va affecter sa santé mentale, sa santé physique, son fonctionnement psychosocial. Et c'est pour ça que l'approche de soins, elle doit être intégrative et holistique, puisqu'elle doit prendre toutes ces dimensions en compte. Alors comment on peut comprendre le trauma d'un point de vue naturopathique ? Comme je le disais, ce qui va nous intéresser, ça va être l'aspect de stress aigu, qui va lui-même enclencher tout un tas de symptômes et de difficultés physiques. Et qui dit état de stress aigu, dit inflammation, dit état d'alerte permanente, hypervigilance, et donc symptômes physiques qui peuvent être plus ou moins persistants et forts, comme par exemple des palpitations cardiaques, une respiration rapide, une tension qui va être haute, et ensuite des maladies de type auto-immune qui peuvent se développer, où le corps va se retourner contre lui-même, grâce, entre guillemets, à cet état inflammatoire chronique. Donc les personnes traumatisées, elles présentent souvent des niveaux d'hormones élevés, et notamment des niveaux de cortisol très élevés. Le cortisol, qui je le rappelle, est l'hormone du stress. Donc on va avoir une sensibilité qui va être accrue du système nerveux autonome,
Et on va avoir des réactions, comme je le disais tout à l'heure, de combat, de fuite ou d'immobilité, donc flight, fright, freeze, les trois réactions physiologiques à tout état de stress aigu qui va engranger de la survie. Donc ces changements physiologiques, ils vont en fait pousser la personne à vous dire je me sens constamment en danger, j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à digérer, je me sens irritable, j'ai mal partout, j'arrive jamais à me détendre. Ça, c'est des signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Et donc à long terme, cette suractivation chronique, elle peut contribuer à des problèmes de santé, comme je le disais, beaucoup plus graves, comme des troubles cardiovasculaires, des troubles immunitaires. Et ça souligne en fait l'interconnexion profonde entre les effets psychologiques et ces effets physiologiques sur le corps. Donc à quel point le trauma va venir affecter le corps et pas seulement l'esprit. Vous pouvez appliquer quelques principes naturopathiques quand vous rencontrez du trauma. C'est une prise en charge intégrative, donc c'est orienter la personne vers un réseau de professionnels. Ça va être une vision qui va être holistique et individualisée, adaptée à la personne, et réussir à comprendre que certaines maladies chroniques ont pu être déclenchées, c'est pas systématique, mais ça peut être le cas, ont pu être déclenchées par un choc psychologique, un trouble d'adaptation, voire un TSPT, dans les cas les plus graves. Vous n'allez pas poser de diagnostic, par contre, vous pouvez dépister, c'est-à-dire remarquer les symptômes et orienter la personne. Et pour cela, vous avez plusieurs questionnaires, notamment le questionnaire révisé d'impact des événements, qu'on appelle le IESR. C'est un questionnaire qui est très ancien, qui va évaluer s'il y a des souvenirs intrusifs, s'il y a de l'évitement. Et ça va permettre de mesurer s'il y a plutôt un TSPT, donc un trouble de stress post-traumatique. Après, il y a le test THQ, pardon, qui est le questionnaire d'histoire traumatique. Donc là, c'est plutôt pour voir s'il y a de l'historique traumatique chez cette personne. Par exemple, un consultant qui va être chroniquement stressé depuis des années et qui n'arrive pas à se débarrasser de son stress et qui a déjà tout essayé, ça peut être intéressant de lui faire passer un THQ pour savoir s'il y a de l'histoire traumatique. Mais en tout cas, vous, en tant que praticien, il faut que vous soyez en vigilance par rapport à deux symptômes clés qui sont l'hyper-réveil et la survigilance. Ça va vous faire dire, ok, là il y a un dérèglement du SNC, donc du système nerveux central, et des fonctions neurobiologiques. Donc vous, en tant que praticien, votre rôle, ça va être de ramener le corps dans un état homéostatique, c'est-à-dire un état d'harmonie, et de réorienter la personne vers d'autres praticiens pour que la prise en charge puisse être globale. Et également, votre rôle, ça va être de faire attention aux mots que vous utilisez, à ne pas, le mieux possible, de ne pas utiliser de trigger pour la personne, donc de ne pas la confronter à des stimuli qui peuvent la ramener dans son trauma. Et également, tout simplement, la plupart de ces personnes ont besoin d'une écoute active, parce que c'est des gens qui sont souvent en errance médicale. C'est très difficile, c'est des gens qu'on va pas croire, qui vont avoir des symptômes physiques très prégnants, mais à qui on va dire c'est dans votre tête. Donc vous, votre rôle, c'est d'être vraiment présent et d'être en écoute active par rapport à ces personnes pour qu'elles puissent se sentir vraiment prises en charge. Alors, on arrive dans la dernière partie qui va être la prise en charge en naturopathie. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que naturopathe pour prendre en charge le trauma? Alors, sur l'aspect phyto, on peut utiliser des plantes adaptogènes. Donc, c'est des plantes qui vont vraiment réguler le stress, qui vont être vraiment spécifiquement utilisées pour la réponse adaptogène du corps. Donc, je pense notamment à l'ashwagandha, qui est très connu, mais aussi au rhodiola, qui sont deux plantes adaptogènes vraiment très adaptées dans les cas de trauma. Également, tout ce qui va être des plantes calmantes pour l'anxiété, pour le sommeil, ça c'est évident, tout ce qui est camomille, lavande, etc. Ça peut être aussi de la sauge, très adaptée pour les symptômes dépressifs qui peuvent accompagner souvent le TSPT ou le trauma. Donc voilà, on va utiliser vraiment toutes les plantes sur l'aspect stress, sommeil, anxiété, dépression. Mais voilà, on va utiliser tout un tas de plantes qui vont pouvoir aider la personne à revenir dans un état de calme, déjà. Ensuite, au niveau de la nutrition, bien évidemment, on continue toujours ces bonnes résolutions de l'alimentation anti-inflammatoire, puisque le taux de cortisol est haut,
Donc il faut qu'on le ramène et qu'on le redescende. Et donc pour ça, il n'y a pas de secret, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est la base. Après, il faut s'assurer que la personne, elle se nourrisse bien. Il peut y avoir des symptômes de troubles du comportement alimentaire, donc il faut faire très attention à ça aussi. Souvent, les gens stressés ont du mal à se nourrir et à manger à leur faim, donc il faut faire vraiment attention à ça. Et il faut également apporter tous les nutriments essentiels pour soutenir la santé mentale. Dans ces nutriments essentiels, je pense notamment à la vitamine B, qui est essentielle pour la santé mentale, la vitamine B9, donc le folate, qui va aider à prévenir la dépression, la B12, qui va être nécessaire pour produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, qui vont permettre justement de ramener un état de sérénité, voire de joie, et la vitamine B1, B2 et B6, qui vont contribuer à réduire la fatigue et à améliorer l'humeur. Donc tout ça, on les trouve naturellement dans la viande, dans les volailles, dans les œufs, dans les produits laitiers et dans les légumes verts. On peut également envisager des supplémentations, mais là, attention au surdosage. Également les oméga 3, ça, je n'en parle plus, c'est capital, ça aide à traiter la dépression, les troubles bipolaires, le SSPT, puisque ces acides gras, ils sont capitaux pour la structuration et le fonctionnement du cerveau. Donc les meilleures sources, c'est poissons gras, sardines, saumon, les huiles, pressées à froid bien évidemment. Tout ça, ça va amener des oméga 3. Ensuite, les minéraux. Donc dans les minéraux, on a le zinc qui va soutenir la fonction cérébrale et la fonction immunitaire. Le magnésium, ça j'en parle plus, c'est pareil, réguler l'humeur, réguler le stress. Et le fer pour l'oxygénation du cerveau, ça c'est hyper important. Tout ça, on va le trouver dans les viandes rouges, viandes maigres, les fruits de mer, les noix et les légumes verts. La vitamine D, alors la vitamine D c'est pareil, c'est un grand classique. Elle va jouer un rôle hyper important dans le développement du cerveau, donc une carence, elle peut être associée à des symptômes dépressifs. Et on l'obtient par l'exposition au soleil et aussi par certains aliments comme le poisson gras. Souvent, votre médecin, que vous soyez en France, au Canada ou ailleurs, va vous supplémenter en vitamine D. En tout cas, quand on est dans un pays qui a des saisons vraiment très distinctes, hiver-été, le médecin traitant normalement donne toujours une supplémentation en vitamine D. Et nous, on peut se supplémenter en vitamine D tout au long de l'année. Et je le rappelle, les femmes ont des besoins accrus par rapport aux hommes. Les femmes ont plus besoin de vitamine D que les hommes. Les acides aminés, donc tout ce qui va être acides aminés qui vont réguler l'humeur et qui vont produire des protéines. Donc ça, c'est viande, œufs, noix, légumineuses. La vitamine C qui va être impliquée dans la synthèse des neurotransmetteurs et qui va soutenir les fonctions cognitives. Donc les agrumes, les légumes verts sont des bonnes sources de vitamine C. Et de manière globale, il faut avoir une alimentation riche et équilibrée avec une complémentation sous supervision médicale si besoin. Et tout ça, ça peut contribuer à soutenir la santé mentale. Par contre, très important de voir avec son médecin pour une approche plus personnalisée, s'il faut faire des supplémentations spécifiques. Et vous, en tant que praticien, vous pouvez éventuellement recommander des tests pour tester les niveaux de vitamines, les niveaux d'acides aminés, voir si tout est OK. Vous pouvez, vous, en tant que praticien, commander ces tests-là. Également, on va préconiser toutes les techniques corps-esprit. Bien évidemment, tout ce qui va être méditation, sophrologie, yoga, tout ce qui va être les pratiques psychocorporelles qui vont aider à gérer le trauma au travers du corps. Ça, c'est hyper important pour permettre à la personne de se remettre. Et également, tout ce qui va être l'acupuncture et l'aromathérapie sont particulièrement adaptés pour les personnes qui souffrent de TSPT. Ça va être des pratiques vraiment douces. Il faut trouver un mélange entre une pratique active et une pratique passive. Parce qu'une pratique trop active peut suractiver le cortisol et donc faire perdurer un état plutôt de stress. Et une pratique trop passive peut justement ne pas permettre de vraiment correctement gérer tout l'afflux émotionnel qu'il y a à gérer. Donc il faut réussir à trouver un équilibre entre les deux. Ce qui est capital à retenir, c'est qu'il faut une intégration et des soins de collaboration. Donc il faut travailler en équipe avec d'autres professionnels de santé. Vous, demain, si vous recevez quelqu'un où vous vous dites il y a quelque chose, il y a un choc émotionnel, il y a un trouble d'adaptation, il y a un TSPT, ou que cette personne a été déjà diagnostiquée, vous savez que vous n'allez pas la gérer toute seule. Il lui faut une équipe, il lui faut un village autour d'elle.
Donc hyper important d'avoir une équipe de professionnels pluridisciplinaires autour de cette personne pour l'aider. Et la clé du succès, c'est la combinaison d'une approche conventionnelle et d'une approche naturopathique ou d'une approche alternative et l'importance d'un suivi au long terme. Vraiment hyper important. On ne lâche pas une personne comme ça qui souffre d'un TSPT parce que c'est un trouble où il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des rechutes, des rémissions, ça peut être long, donc il ne faut absolument pas laisser la personne tomber, il faut la suivre sur le long terme. Quitte à la voir moins souvent mais assez régulièrement, moins longtemps mais plus régulièrement plutôt, c'est mieux que de la voir voilà, une fois par an où elle va pas vraiment avoir de soutien ni de suivi au long terme. Pareil, il faut encourager chez le consultant le développement de la résilience. Ça paraît assez évident, mais en fait, la stratégie de résilience est très mal connue. Il y a tout un tas d'outils d'autogestion qui sont adaptés pour renforcer la résilience chez les survivants du trauma. Donc, on peut nous donner des clés, mais après, ça va être aussi au thérapeute de donner des clés. Et on recommande 2 types de thérapies privilégiées. La TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale, qui va venir travailler spécifiquement sur les triggers, les stimuli. Et on recommande le MDR. Le MDR, c'est la thérapie de référence pour le trauma. Ça va être par des mouvements oculaires, la désensibilisation au trauma, et ça a montré ses preuves au niveau scientifique, donc c'est la thérapie à recommander. Après, je vous encourage également à avoir une vision salutogénique de la naturopathie quand vous allez prendre en charge des patients souffrant de trauma. Donc une approche salutogénique, ça repose sur une vision positive et proactive de la santé, qui va être centrée sur les ressources et les facteurs qui favorisent le bien-être, plutôt que sur les causes de la maladie. Alors, on pourrait se dire ça va à contre-courant un peu de ce qu'on nous dit par rapport au fondement de la naturopathie. Mais dans le cas du TSPT, la personne, elle n'a pas forcément besoin, ça dépend vraiment des personnes, hein. Mais vous, en tant que praticien, votre rôle, c'est pas forcément d'écouter cette personne, en tout cas de l'écouter parler de ses problèmes, ça va être de lui trouver des solutions. Le rôle du thérapeute, ça va être plutôt de l'écouter parler de ses problèmes et de lui donner des solutions par rapport à ses problématiques spécifiques. Vous, ça va être plutôt de lui donner des solutions de confort, de l'orienter et de faire votre rôle d'hygiéniste, c'est-à-dire de prendre en charge son corps et son esprit de manière globale. Donc il faut vraiment avoir une vision plutôt globale et plutôt salutogénique de la situation pour éviter la reviviscence, pour éviter de réactiver des choses. Donc on n'est pas dans un évitement, hein, on n'est pas en train d'éviter de parler de ça, on n'est pas en train d'éviter de parler du trauma, mais on va essayer vraiment de prendre les choses de manière vraiment holistique. Donc en conclusion, le traumatisme psychologique, c'est une expérience profondément déstabilisante dont les effets peuvent se manifester à travers de multiples dimensions de la vie d'un individu. Et ces altérations que le trauma va entraîner vont être neurobiologiques et vont avoir des répercussions sociales, professionnelles et personnelles. Les recherches contemporaines, elles ont considérablement approfondi la compréhension que nous avons des mécanismes sous-jacents du trauma et également de tous les troubles associés, comme l'état de stress aigu, comme les troubles de l'adaptation. Mais ces avancées scientifiques, elles soulignent qu'il y a des véritables modifications cérébrales qui vont intervenir quand on est traumatisé, et donc qu'il va y avoir un manque d'hyperconnectivité, une hyperactivité amygdalienne et un déséquilibre vraiment dans l'interconnectivité des aires cérébrales. Donc la variabilité de la réponse de l'individu, elle est énorme. Un individu peut réagir normalement à quelque chose de traumatisant quand une autre personne va réagir de manière disproportionnée. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est plus sensible et l'autre moins, ça veut dire que son cerveau n'a pas été impacté de la même manière. Donc les conséquences, elles peuvent s'étendre bien au-delà des symptômes qui vont être initiaux et ils vont affecter progressivement l'ensemble de la vie de l'individu et peuvent entraîner des complications secondaires comme la dépression, comme l'anxiété, comme la consommation de substances. Donc la cascade de conséquences, elle souligne vraiment l'identification précoce, enfin le besoin plutôt d'identification précoce
et de prise en charge adaptée et interthérapeutique, interdisciplinaire. Donc il faut vraiment traiter de manière significativement interdisciplinaire pour pouvoir gérer le trauma correctement. Il faut également faire attention en tant que praticien de la santé aux termes qu'on va utiliser. Il faut faire attention à la manière dont nous, en tant qu'individus, on va percevoir le trauma, puisque les personnes traumatisées vont souvent avoir des problèmes d'estime d'elles-mêmes. Donc il faut faire attention à ce que cette personne ne perçoive pas que, par exemple, on ne connaît pas ce trouble, qu'on ne sait pas comment le gérer, qu'on a des doutes. Tout ça, ça peut renforcer son état de stress, ça peut renforcer son état de survie. Donc on est vraiment précautionneux et surtout, on travaille en collaboration avec ses collègues pour prendre en charge le trauma. Voilà, j'espère que ce webinaire sur le trauma et plus particulièrement sur le psychotrauma vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire. Prenez soin de vous.